7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Chers auditeurs, saviez-vous qu'un islamiste ayant déjà projeté de commettre des attentats sur notre sol se promène en toute liberté dans les rues de Paris ? C'est bien ce que révèle l'enquête menée par Jules Laurent pour Livre Noir. Nous le recevons ce matin pour qu'il nous dévoile les fruits de son investigation et le scandale qu'elle révèle. Bonjour Jules Laurent. Bonjour Liselotte. Alors pour commencer, comment vous est venue l'idée de débuter cette enquête ? Alors, nous, le premier constat dans la rédaction, justement, ça a été, vous savez, on parle souvent des fichés S sortant de prison, comme d'une menace potentielle d'attentat pour les Jeux Olympiques. Les services de renseignement sont très inquiets. Il y a aussi l'avocat Thibault de Montbrial qui en parle souvent sur les plateaux de télévision. Et nous, on a cherché justement à voir, en fait, qui sont concrètement ces fichés sortant de prison, et surtout à en parler en fait avant qu'ils passent à l'action. Vous savez, on a tous en tête, nous ça est venu aussi à ce moment-là, le cas de Armand Radjapour Miandoab qui est passé à l'action sur le pont Bir Hakeim autour du 16 décembre il me semble, et qui était lui aussi un cas justement de fichés sortant de prison, dont on avait diagnostiqué en prison justement un état mental, justement on n'était pas sûr en fait de sa radicalisation. On avait finalement décidé de le sortir parce qu'il avait un état psychologique plutôt positif, et finalement il est passé à l'action sur le pont Bir Hakeim. Alors comment est-ce que vous avez trouvé sur qui enquêter ? Parce qu'il vous fallait bien un profil en particulier pour essayer de révéler la situation. Alors évidemment sur ça il y a quand même un secret des sources. Évidemment nous on travaille avec des sources fiables. Le fait est qu'après, tout le travail était d'aller sur le terrain. C'est-à-dire que nous, on avait quelques informations. Pour vous dire, j'en parlais avec le directeur de la rédaction de Livre Noir, Eric Tegner. Je disais, moi, j'ai quelques informations. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'irait pas voir ? Du coup, on est allé dans le 20e arrondissement de Paris. Concrètement, on s'est pointé à côté d'une adresse où on avait quelques informations. On ne savait pas à quoi ressemblait notre individu, Aziz Bouafsi. Et il se trouve qu'en plus, dans l'endroit où on est allé, c'est un quartier où ça deal un peu, donc c'était pas simple d'y rester en fait, de stationner. Et d'un seul coup, en fait, on a vu quelqu'un arriver, et il faut dire qu'en fait, il était tellement en fait attentif autour, très vigilant. On sentait que lui, il cherchait justement à regarder s'il n'y avait pas des policiers, qu'on s'est dit là, c'est forcément lui. On l'a vu rentrer à l'adresse. En fait, justement, auquel on avait des renseignements, et par la suite on a pu confirmer en fait sa photo, son visuel. On s'est dit là c'est lui. Donc vous avez commencé à enquêter sur Aziz Bouafsi. Alors Aziz Bouafsi, la première chose notable dont on peut parler, c'est qu'il a déjà commis des menaces d'attentat. Tout à fait. C'est surtout lui, en fait, il a un rôle qui est particulièrement intéressant parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va être surtout qui s'est radicalisé en 2012, fasciné par Mohamed Merah, et il va avoir une radicalisation qui va monter jusqu'en 2014, date à laquelle en fait il va aider son frère Nasser Bouafsi à rejoindre l'État islamique. Donc il va l'aider concrètement de manière en termes de logistique. Il va l'acheminer jusqu'à Charleroi pour qu'il puisse prendre son avion, et dès lors que son frère Nasser sera en zone syro-irakienne, il va lui transférer de l'argent, donc une somme de 3 650 €, sachant que là pour le coup on a des preuves à travers des échanges SMS, et il savait très bien que son frère ne faisait pas de l'humanitaire comme beaucoup de ces gens prétendent, et qu'il était au combat. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des SMS envoyés, j'ai été au combat, on a été bombardé. Et donc il a continué à donner une aide morale, logistique, financière à son frère, sachant qu'il combattait en zone syro-irakienne. Alors, ce qu'on comprend, c'est que c'est un peu une affaire de famille chez les Bouafsi, toute cette radicalisation. C'est une famille qui est fortement impliquée dans le djihad international. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, il y a 3 frères, et les 3, en fait, sont des djihadistes. Donc, on a le cadet de la famille qui était déjà parti en 2003-2005 en Irak, qui était parti à ce moment-là, et qui lui déjà est revenu en France et n'a jamais été inquiété par la justice. Donc déjà et il y a donc Aziz qui a été celui qui a été dans la logistique du départ de son frère, et son frère qui lui a été sur zone aussi dans la zone syro-irakienne, qui est revenu et qui faut le noter aussi, lui n'est pas encore libéré de prison,
mais qui va être libéré bientôt parce qu'il a pris lui 9 ans. Aziz Bouafsi avait pris 6 ans et son frère a pris 9 ans pour être allé sur zone. Ce ne sont pas des peines, on va dire, très dures. Alors, on s'étonne quand même qu'ils puissent partir justement sur ces terrains de conflits djihadistes et que après cela, ils puissent revenir en France, sachant qu'ils ont la double nationalité. Alors, on s'interroge sur la question de la déchéance de nationalité une fois de plus. Est-ce qu'ils peuvent revenir en toute impunité en France après avoir commis de tels actes ? Alors, il faut aussi replacer dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'eux, ils reviennent en 2016. On a aussi un armada juridique qui n'est pas forcément en fait adapté à ces retours de djihadistes. Il y a aussi des problèmes de renseignement, c'est-à-dire qu'on est face à un phénomène, c'est compliqué à l'époque, on est encore dans l'époque de Nice et tout ça, et c'est vrai que faut le noter, en fait, Nasser Bouafsi, donc le frère d'Aziz Bouafsi, celui que j'ai suivi, Nasser, son frère, est revenu en France, a purgé en fait une peine de quelques mois, mais pas pour être allé en fait en zone syro-irakienne, mais pour avoir en fait des faits de délinquance antérieurs. Entre-temps, il a pu partir en Algérie et il est revenu en France, et c'est là que les services de renseignement, en fait, grâce au témoignage de la femme d'Aziz Bouafsi, les services de renseignement en fait, ont pu comprendre tout ce qui s'était passé et ont alors agi. Vous parliez de tous ces retours de djihadistes qu'on a dû supporter justement dans ces années 2017, etc. Il y en a beaucoup des profils comme Aziz Bouafsi finalement en France. Alors, il y en a beaucoup, il y en a surtout, en fait, alors, c'est un peu variable en fonction des années, mais grosso modo, il y a entre 80 et 100 qui sont libérés chaque année. Et je tiens à repréciser, à revenir en fait sur le cas d'Aziz Bouafsi, parce que lui, il faut vraiment comprendre que lui, il est de nationalité franco-algérienne, qu'aujourd'hui, il peut se balader librement dans Paris. Ça, c'est ça qu'en fait, ce qu'on a révélé dans cette enquête, c'est-à-dire que lui, il est sorti le 9 décembre 2023. À ce moment-là, il y a eu une MICAS, donc une mesure en fait administrative qui permet en fait la surveillance d'un djihadiste. Concrètement, c'est soit il va aller faire un pointage au commissariat, un pointage quotidien pour les djihadistes, on va dire les plus radicalisés, ce qu'avait Aziz Bouafsi, ou alors c'est une interdiction de quitter en fait une ville ou de rentrer ailleurs. Donc Aziz Bouafsi, entre le 9 décembre 2023 et début mars, il devait, en fait je l'ai vu en le suivant, il devait se soumettre à ce pointage quotidien. Et alors pour des raisons que j'ignore, en fait ce pointage, cette MICAS, cette mesure a été levée par le ministère de l'Intérieur. Et donc aujourd'hui Aziz Bouafsi, il se balade parmi vous dans le 20e arrondissement. Concrètement, moi je l'ai vu en fait même parler à des gens, c'est-à-dire que c'est assez effrayant, c'est-à-dire que moi j'avais des informations sur lui et je le voyais dialoguer avec des passants, je me rappelle demander le bus pour sa mère, enfin je veux dire c'est des scènes qui sont assez ubuesques d'un point de vue sécuritaire. On pourrait vous répondre, c'est peut-être la preuve que justement il se réintègre à la société, il sort de chez lui, il discute avec les passants. Mais alors en fait il a encore des signes de radicalisation sur lui, c'est-à-dire que pour ceux qui ont un peu l'œil, c'est-à-dire qu'on voit très rapidement en fait sur sa tenue vestimentaire des signes déjà en fait de salafisme, c'est-à-dire qu'il se remonte le pantalon au-dessus des chevilles, il y a encore des signes, et sachant que lui, quand j'ai pris le dossier en main, il a un profil qui est vraiment celui d'un profil assez manipulateur. Donc c'est quelqu'un qui a longtemps été radicalisé, qui l'est toujours selon moi, et qui en fait est capable aussi de cacher cette radicalisation, parce que dans le dossier déjà il est dit comme d'un bon niveau intellectuel. C'est quelqu'un, faut vraiment pas les sous-estimer, faut pas tous penser qu'ils sont BA, qu'ils sont partis. Il y a vraiment des gens intelligents qui ont fait partie de Daesh, et lui concrètement c'est quelqu'un qui en fait pouvait se raser, qui pouvait fumer. C'est pas le salafiste qui arrivait avec sa grande barbe, qui tout de suite a tous les attributs, et il était vraiment capable en plus d'être quelqu'un de très prosélyte, c'est-à-dire qu'il organisait chez lui des réunions dans lesquelles il diffusait de la propagande djihadiste à des témoins qui ont témoigné, qui ont dit que voilà, il montrait en fait sur une clé USB, il avait des outils pour fabriquer des armes, de la propagande en fait de pilotes qui s'immolent devant devant beaucoup de monde. Il montrait ça aussi à sa femme, ses enfants. Parce qu'en fait, il y a aussi, voilà, c'est ça aussi tous les signes de radicalisation, c'est que finalement, on en a beaucoup appris sur Aziz Bouafsi par le témoignage de sa femme qui subissait ces violences. Et des enfants aussi, parce que les enfants, en fait, ils sont voilés dès 7 ans, voilés de la tête aux pieds. Pareil, ils sont soumis à la propagande djihadiste, donc on a vraiment quelqu'un de très dangereux. Vous soulignez justement que son profil psychologique est assez préoccupant. Est-ce qu'on pourrait entendre derrière ces mots que finalement, Aziz Bouafsi, c'est simplement un déséquilibré, comme on nous le vend souvent d'ailleurs quand on doit faire face à ce genre de profil? Non, il n'est pas déséquilibré, et pour moi,
moi, l'une des meilleures preuves de ça, c'est qu'en fait, il n'est pas parti en zone syro-irakienne. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a senti que là-bas sur place, c'est-à-dire aux alentours de 2014-2015, que ça sentait pas très bon aussi d'y aller, que ça allait pas très bien se passer. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment intelligent et comme je disais dans le dossier, il est même dit d'un bon niveau culturel. Donc on n'est vraiment pas sur quelqu'un qui est déséquilibré, on est sur quelqu'un, comme je disais, qui est capable de cacher sa radicalité, sur quelqu'un qui, en plus de ça, oui, c'est ça, il y a un profil qui est intéressant parce qu'aussi, en fait, c'est un ancien délinquant, mais qui a été dans tous les petits larcins au niveau de justement de la drogue et ces choses-là, et qui a un sens aussi, en fait, que ce soit des affaires, que ce soit, en fait, il connaît en fait un peu les codes de la rue, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui est pas déséquilibré. Sur ça, en fait, c'est pas du tout son profil. Vous écrivez aussi que c'est une personne qui est réputée violente et profondément fascinée par le djihad. Est-ce qu'on peut comprendre qu'avant son processus de radicalisation, qui commence, on le rappelle, en 2012, il a déjà un profil qui est quand même assez sensible à ce genre de questions? Bah, après, sur les questions de radicalisation, il faut comprendre qu'il n'y a pas de profil type. Ça, c'est vraiment le mythe en fait, du jeune de quartier désœuvré qui est parti en Syrie. C'est pas vrai, c'est pas que ça. Il y a vraiment des personnes aux professions, en fait, cadres supérieurs, des médecins qui sont partis là-bas. Et il y a vraiment des gens aussi voilà, qui ont un très bon niveau intellectuel, qui y sont allés. Il ne faut vraiment pas penser qu'il y a une piste terreau que sur les personnes qui seraient, en fait, à moitié déséquilibrées, qui chercheraient une radicalisation. Non. Lui, c'est quelqu'un qui fait partie de ces gens qui ont compris ce qui se passait, qui ont une sorte d'agenda aussi, qui sont capables en fait, de se projeter. Je pense notamment à ses déclarations en prison. C'est-à-dire que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment aborder. On peut revenir là-dessus, effectivement. Ouais, ces déclarations en prison, c'est-à-dire que même en prison, il comprenait, il cernait ce qui allait se passer. Et lui, typiquement, pour dire qu'il est c'est quand même quelqu'un de dangereux et de radicalisé, il faut jamais oublier qu'en prison, il expliquait qu'en fait, il allait, qu'il menaçait en tout cas, lorsqu'il sortirait, en fait, de prendre une ceinture d'explosifs et de se faire exploser dans Paris, tout en étant dissimulé. Il le dit en fait, qu'il s'habillera bien, qu'il dira bonjour madame et autres, et que d'un seul coup, il va se faire exploser. Et de la même manière, en fait, quand il poursuit dans ses propos, il signe ses lettres à sa psychologue de prison. Il signe le djihadiste, donc c'est quand même c'est sans équivoque, quoi. Et il y a aussi le fait qu'il dit que Charlie Hebdo et Nice, c'était qu'un début, qu'en fait le reste arrivera. Et j'oublie aussi que même avant d'aller en prison, quand même, au moment des attentats de Charlie Hebdo, sa première réflexion, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas rencontré des copains comme ça, quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un de dangereux. Effectivement, il a des prédictions assez funestes pour la France, et puis il explique que justement en détention, il a croisé des gens, des caïds comme il dit, qui sont en train de se former. Et il explique que Nice, Charlie Hebdo, ce n'est rien, je le cite, face à ce qui va arriver. Vous l'avez dit en début d'entretien, on approche des Jeux Olympiques. Vous craignez qu'il se passe des choses pendant les Jeux Olympiques, que certains profils se réveillent à ce moment-là? Alors après, moi, je suis pas Madame Irma, évidemment, sur tout ça. Ce qui est sûr, c'est que les services de renseignement, voilà, ils sont très inquiets, ces profils. Gérald Darmanin en a fait une priorité d'un point de vue sécuritaire. Il l'a annoncé début janvier en disant que justement, les sortants de prison étaient en fait les personnes vraiment qui allaient poser beaucoup de problèmes d'un point de vue sécuritaire sur les 10 prochaines années. On en libère 80 par an. On peut se demander pourquoi justement on n'agit pas un peu plus sur la déchéance de nationalité, pourquoi est-ce qu'on les libère forcément, quand on voit qu'en plus on a du mal avec le suivi psychologique de ces personnes. C'est toutes ces questions qui peuvent se passer. Les services de renseignement, ils sont inquiets pour diverses manières, parce qu'il y a à la fois les sortants de prison, mais il y a aussi la menace en fait exogène il peut y avoir des groupes aussi qui peuvent venir, je parle vraiment des Jeux Olympiques, des groupes qui peuvent venir en fait de l'extérieur et qui peuvent être pilotés aussi par des profils comme Aziz Bouafsi, qui aujourd'hui ne sont plus surveillés sur le terrain. C'est-à-dire que les services de renseignement, ils manquent de monde sur le terrain, donc ils utilisent des boucles, Telegram et autres, mais ça suffit pas. Je prends toujours l'exemple même de ce qui s'est passé en Israël. Israël avec le 7 octobre, finalement, il y a eu un énorme défaut de renseignement humain. C'est ça, en fait. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire du renseignement à distance. Et là, aujourd'hui, c'est un peu un cas... on arrive à ça en France. On a des mosquées qui ne sont pas surveillées. On a des services de renseignement qui manquent d'effectifs. Et il ne faudra pas aussi négliger quelque chose qui est très important pendant ces Jeux Olympiques, c'est que finalement, on va concentrer beaucoup d'effectifs de police, de gendarmerie, militaires sur des points précis. Et on va dégarnir beaucoup d'endroits du territoire, ce qui laisse à penser qu'il y a un risque finalement qu'il y ait des attentats finalement djihadistes, non pas
dans les grandes villes, Paris, Marseille, autres, mais dans les campagnes. Il y a des endroits qui seront dégarnis. Je parlais avec une source proche qui me disait que justement, en fait, si jamais il y avait un attentat aux alentours de Strasbourg, en fait, on a tellement dégarni le territoire que les premiers policiers et les premières forces d'intervention seront peut-être allemandes. Ouais, effectivement. C'est assez inquiétant tout ça. Alors vous avez écrit justement au ministère de l'Intérieur, votre rédaction s'en est chargée pour lui poser certaines questions. Je vous laisse revenir rapidement sur les questions posées à Gérald Darmanin et puis les réponses que vous avez eues ou non. Alors tout à fait, donc ça c'est aussi une dimension journalistique qu'on essaie de se donner, c'est-à-dire que dès lors qu'on fait un peu de journalisme d'impact, dès lors qu'on a une enquête, que le politique puisse s'en servir, qu'il puisse y avoir des retombées, comme je disais, à la fois agir sur le ministère de l'Intérieur, sur les juges. Je tiens à préciser que c'est important aussi de le noter avant, que le parquet national antiterroriste de Paris n'a pas en fait donné de décision favorable à la libération d'Aziz Bouafsi. Alors ça, faut l'interpréter aussi, faire attention, parce que ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont pas donné de décision, ou peut-être qu'ils ont été défavorables. Ils sont restés un peu flous. C'est-à-dire que simplement ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont jamais donné de décision formellement favorable. Donc comme ça, ils ne se mouillent pas. Ouais. Mais par contre, sur les questions qu'on a envoyées à Gérald Darmanin, on a évidemment en fait, souligné les cas de jurisprudence où on a des personnes qui ont été condamnées, comme Aziz Bouafsi, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, qui ont été condamnées pour 5 ans. Aziz Bouafsi a été condamné pour 6 ans. Ces personnes-là ont été déchues en fait, de leur nationalité. Je pense à un franco-turc. Donc on pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec Aziz Bouafsi, qui lui est franco-algérien, je le rappelle. Alors évidemment qu'il y a c'est difficile avec l'Algérie, c'est toujours difficile en fait de faire reconduire des personnes. On a demandé également quelles étaient les mesures de surveillance aujourd'hui en place, parce qu'on n'a plus de mesures administratives, la MICA ça a été levée, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain aujourd'hui pour surveiller cette personne avant les Jeux Olympiques ? On a demandé également s'il avait eu encore beaucoup de contacts avec son frère, parce que évidemment moi je l'ai suivi, je l'ai pas suivi 24 heures sur 24, j'ai aussi beaucoup de travail à côté, donc on a demandé voilà dans quelle mesure il avait des contacts avec son frère, et aussi c'est vrai que Gérald Darmanin en fait a annoncé qu'il y avait il fallait une surveillance maximale sur les lieux de culte, sur les écoles. En fait il habite à côté de beaucoup d'écoles, de lieux de culte, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ça ? Et alors, pour terminer, on a peut-être 30 secondes. D'accord. Une députée RN s'est saisie de votre enquête pour... Tout à fait. Tout à fait, Laurence Robert Dehaut qui a posé une question écrite à l'Assemblée nationale en reprenant certaines de mes questions. Donc on attend maintenant la réponse de Gérald Darmanin qui nous a pas répondu. Peut-être qu'elle répondra à Madame la députée. Merci à elle et merci à vous, surtout Jules Laurent, pour cette enquête, alors qui nous inquiète un petit peu, mais bon, on préfère quand même être au courant qui t'a choisi. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Bon courage pour la suite de vos enquêtes et puis merci pour votre travail. À très bientôt. Merci Iselotte.